Rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours ce fameux vendredi 23 décembre 2022 et je continue mes, mes balades, mes promenades en forêt pangermanique. L'histoire est un processus menant à la liberté. Voilà, sur Hegel. Alors, par contre, j'ai ouvert par inadvertance cet ouvrage-là que j'ai pris à la bibliothèque, Histoire des grands courants de la pensée politique. Voilà, j'ai pris ces livres parce que je veux continuer mon travail justement sur cette proposition politique d'un d'un système beaucoup plus central, au lieu d'être gauche ou droite, euh, extrême gauche, extrême droite, etc. Un système qui pourrait rassembler l'ensemble et qui serait donc que j'avais déjà imaginé au tout début de la mécanique universelle euh, sous le terme du symbiotisme. Et en fait, cette idée de symbiotisme, ça serait un système politique qui pourrait être universel, qui aurait conscience de l'évolution de l'humanité, de sa direction, de voilà, surtout vraiment conscience de l'universalité, donc qui pourrait être appliqué dans chaque nation, chaque pays, chaque groupe euh, politique, ben, comme en fait le libéralisme a réussi ça en fait. Hein. Il y a un parti libéral un peu dans chaque nation. Voilà, c'est quelque chose, même si maintenant le Parti communiste, le communisme a été renversé par le capitalisme dans les années 80, il n'empêche qu'il n'a pas fini son existence, loin de là, et les grandes valeurs du communisme que sont la fraternité, que sont l'égalité, ont vraiment des beaux jours devant elles, évidemment en écartant le côté dictature du prolétariat, le côté voilà, de l'oppression et du manque de liberté que prônait, que qu'apportait le communisme avec lui. Et surtout aussi le côté qui écartait le spirituel. Euh, voilà, qui pensait que la religion c'était l'opium du peuple, sans vraiment comprendre l'apport inestimable des religions. Alors, je ne sais pas, hein, je pense que Hegel avait compris tout, tout cela, parce que c'était un esprit extrêmement brillant. Mais disons que le fait d'écarter le spirituel dans le régime de l'URSS a été, à mon sens, d'abord une erreur stratégique même, et puis euh, voilà, c'est ce qui a conduit à l'échec aussi, entre autres, du communisme. Voilà, alors j'ai ouvert par inadvertance cet ouvrage-là et je suis tombé exactement sur cette page, la page 54, le pangermanisme. Et ça, c'est intéressant je vais lire ça parce que ça concerne Hegel, justement. Et après, je reprendrai la lecture de Hegel à la suite. Alors, le pangermanisme, s'il prend sa source dans le nationalisme de Fichte, le pangermanisme naît de la conjonction des influences de plusieurs disciplines, la philosophie du droit, l'économie, l'histoire, la géographie, la biologie. Toutes ont un point en commun, l'affirmation du rôle prééminent de la nation et du peuple allemand dans le monde à venir. Et c'est ça le problème. Voilà. En somme, c'est peut-être ce qui a bloqué Hegel. Et je pense que Kant, qui était un petit peu avant lui, avait une vision cosmopolitique du monde, cosmopolite du monde, avait une vision universaliste du monde. Et Hegel, peut-être que ça a été
son erreur d'une certaine façon. Et avec, on peut comprendre, alors maintenant, je commence à comprendre pourquoi il y a une hostilité envers Hegel. Parce que si le pangermanisme, si on pense que c'est voilà, que le monde allemand doit tracer la route, c'est exactement ce qu'ont repris les nazis un siècle plus tard. Donc, mais malheureusement, bien entendu, Hegel était loin d'imaginer cela. Donc, on doit être absolument tolérant avec les états d'esprit qui ne, qui ne maîtrisent pas le futur de ce qu'ils peuvent engendrer, évidemment. Donc, je continue sur cette lancée-là. Hegel, 1770-1831. Friedrich Hegel, dans ses principes de la philosophie du droit, 1821, met en valeur l'importance de l'histoire et, dans l'histoire, de la raison, véritable moteur de l'histoire. Jusqu'à là, tout ça, c'est exactement tout à fait juste. La seule chose, c'est que ce n'est pas national, c'est universel. Et c'est là où la grande différence de la mécanique universelle, de la théorie que je développe, elle est universelle. C'est l'ensemble de l'humanité qui évolue, qui trace la route. L'esprit à l'œuvre dans l'histoire, je reprends la lecture, n'étant pas un esprit individuel, mais l'esprit d'un peuple. Et voilà, ce n'est pas l'esprit d'un peuple, mais l'esprit de l'humanité dans son ensemble. L'esprit universel de toute l'humanité. Je reprends. Cet esprit national doit s'incarner dans l'État, car celui-ci est la sphère de corrélation de l'universel et du particulier. Il constitue une entité d'ordre éthique qui transcende les désirs de tout individu et lui confère un statut institutionnel. Alors évidemment, à son époque, il fallait passer l'individu au niveau de l'État. Bien entendu, c'était une évolution en somme de penser à un grand corps social que serait l'État. Maintenant, ce grand corps, on doit le considérer au niveau de l'humanité. Déjà pour oublier personne dans cette humanité, pour ne maltraiter personne dans cette humanité, chose qu'on continue à faire, parce que justement on n'a pas cette vision universelle, on a une vision clanique. L'Occident a une vision totalement aristocratique, ou on peut même dire colonialiste encore du monde, une vision méprisante parfois du reste du monde. On se comporte comme des dominants. Et ça c'est quelque chose que l'humanité va devoir dépasser d'art si elle veut sortir la tête haute de cette évolution. Elle sortira, quoi qu'il arrive, la tête haute de cette évolution. C'est l'évolution vers notre ultime perfection est irrésistible. On ne peut pas y échapper, à mon sens. Voilà. Donc, parce que ce qui est sous-jacent de cette évolution, c'est le principe créateur. Et tout est déterminé. C'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Le monde est déterminé. Donc on doit passer par, évidemment, la violence, la peur d'une déflagration mondiale, le chaos comme le XXe siècle l'a connu, avec 14-18, 39-45, un chaos hallucinant dont les gens à l'époque devaient penser qu'ils ne pourraient jamais sortir. C'était quelque chose de terrible. Et pourtant, l'humanité en sort. Après des destructions hallucinantes, elle reconstruit, elle recommence. Et puis 20 ans après, pratiquement tout est reconstruit. Et on repart sur les 40 glorieuses, les 30 glorieuses, avec des évolutions faramineuses des acquis sociaux, quelque chose d'incroyable. La sécurité sociale, enfin, tous les acquis qui ont été faits derrière la guerre 39-45 ont été mais hallucinants. Et à chaque fois, c'est comme ça. Ces acquis n'ont pas cessé d'évoluer. Là, on est dans un reflux parce que le monde capitaliste, en somme, le néolibéralisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme,
a fait, en étant vainqueur du communisme, a fait comme n'importe quel primate. Il s'est tapé sur les poumons, il a bougé toutes les feuilles, il a fait peur à tout le groupe de primates qu'il était, et il a dit maintenant je suis le maître, je fais tout ce que je veux, etc. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est accaparé les médias, avec les médias, il a ravagé les acquis sociaux, il a repris tout ce qu'il avait donné en 100 ans quasiment, et il a commencé à reprendre les droits de grève, les trucs, tout ce qu'on voit actuellement, quoi. C'est hallucinant tout ce qu'il a récupéré. Et grâce à ces hommes politiques qui se sont succédés depuis les années 80, quoi. C'est dingue quand on y réfléchit. Mais bon, c'est un moment comme ça. L'humanité doit passer par ce moment-là. Très certainement pour que l'Occident réduise ses acquis sociaux et que pour commencer à équilibrer et que le reste du monde fasse monter les siens. C'est un mécanisme d'égalitarisme lent qui se passe, mais on ne peut pas faire autrement. Bon, je continue cette lecture. Aboutissement du processus dialectique qui commande toute l'évolution historique. L'État est la forme suprême de structuration des sociétés humaines, mais il évolue lui-même vers un idéal. Alors ça, c'est l'État, et pour la mécanique universelle, c'est l'humanité qui évolue vers un idéal. Terme du progrès dans le développement de la conscience de la liberté de l'homme. L'incarnation de cet état idéal est l'état prussien, pour Hegel, car celui-ci exprime l'esprit du peuple allemand, qui représente la phase supérieure de ce développement. On ne doit pas laisser échapper ce moment historique. En effet, un peuple est dominant dans l'histoire du monde pour une époque donnée, et chaque peuple ne peut faire époque qu'une fois. Voilà. Alors, ça, c'est valable si on ne se trompe pas de dominant, parce que ça a été le cas des nazis, par exemple. Ils voulaient installer un monde de 2000 ans et être les leaders de ce monde-là, sauf qu'ils sont arrivés avec les pires intentions, les plus mauvaises intentions qui pouvaient exister, le racisme, l'antisémitisme, le désir de détruire des peuples tout entiers, d'écarter, enfin, une vision complètement à l'opposé du spirituel d'abord, et à l'opposé de l'évolution de l'humanité. C'était un recul, c'était un retour vers le système dominant-dominé que l'humanité n'a même jamais connu. Mais enfin, c'était quelque chose d'absolument réactionnaire. Alors, au final, il a duré le temps que peut durer un système criminel comme ça. Au bout de 5 ans, de 4 ans de guerre, l'ensemble des corps, comme dans un système humain, hein, comme dans un système vivant, quand on se coupe une jambe, voilà, tout le corps va converger dans cet endroit-là pour gérer le problème. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et là, l'humanité a fait exactement ça, l'ensemble humain. Et pourtant, les deux ennemis qui étaient le communisme et le capitalisme se sont associés pour renverser ce système qui était le pire système possible. Voilà. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, ce système. Que le système fasciste, c'est naturellement le plus mauvais. Évidemment qu'à l'opposé, il y a le système communiste qui est un système dictatorial aussi, qui a été dictatorial, mais il est basé sur la fraternité universelle. C'est complètement autre chose. L'autre, il est basé sur le fait d'avoir des esclaves, voilà, les Slaves, pour eux, c'était les esclaves. Ils étaient sur un monde de maîtres et d'esclaves. C'est exactement ça que voulait imposer Hitler s'il avait réussi. Donc c'est vraiment deux philosophies radicalement différentes. Une était trop avant-gardiste, le communisme,
l'URSS était trop avant-gardiste dans son idée, l'égalité n'était pas encore possible dans la mentalité humaine, et puis elle charriait aussi un principe criminel à cause de ses dominants. Hein. Ce n'est pas à cause de sa théorie, c'est les dominants qui ont fait de la criminalité. Et ça donne à penser que les dominants issus du peuple, à travers la dictature du prolétariat, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas bon. On peut se retrouver avec des dictateurs facilement, voilà, comme avec Castro, etc. On se retrouve avec des dictateurs quand ils viennent, quand c'est le système de la dictature du peuple. C'est pourquoi la démocratie, c'est l'idéal, parce que c'est les dominants, ce sont les élites, les meilleurs de toutes les élites, le meilleur de toute la classe de l'ensemble du groupe qui se hissent par leur qualité. Ce sont les meilleurs qui arrivent en haut et qui se font élire pour faire la politique du peuple, pour les vrais démocrates. Ceux qui ont vraiment une psychologie démocrate, ils privilégient le peuple en somme. On n'est pas dans ce mécanisme-là, malheureusement. Depuis justement les 30, les 40, les 40 dernières années, depuis le néolibéralisme, c'est l'oligarchie, c'est un système, c'est des démocraties oligarchiques qui s'imposent, malheureusement. Et donc, elle privilégie l'élitisme, elle privilégie l'élite qui gravite autour d'elle, en somme. Voilà, c'est le problème. Et donc, voilà, l'erreur de Hegel a été, à mon sens, de ne pas voir l'universalité. Et je pense que Kant, mais ça c'est... Alors moi je parle toujours de façon tout à fait intuitive. Je ne suis pas un universitaire, je n'ai pas fait d'études de philosophie, je n'ai pas lu les plus grands ouvrages. Voilà, normalement, pour parler de philosophie, je devrais avoir lu Kant, Hegel, etc. Et avant, et les autres, pour avoir une vision juste des choses. Mais intuitivement, je pense que Kant avait compris le mouvement universel, donc avait cette vision cosmopolite, et c'est pas pour rien cette idée cosmopolite, parce qu'on la retrouve justement dans le spirituel, et le spirituel est fondamental. Le spirituel a compris cette évolution vers la perfection. Le judaïsme a déjà imaginé cette idée cosmopolite, justement, avec un Dieu qui est universel, qui pense pour l'ensemble, qui est le Dieu de l'ensemble de l'humanité, et pas un Dieu, etc. Donc, il y avait déjà cette universalité, il y a 2000 et quelques années, quand le judaïsme a posé sur l'humanité, a amené à l'humanité, a offert à l'humanité le monothéisme. C'était une vision totalement universaliste. Et et je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes au sujet, par exemple, de Kant, pas de Kant, pardon, de Jean-Paul Sartre, L'espoir maintenant, les entretiens entre Jean-Paul Sartre et Benny Lévy. Comme vous avez une vision de ce que je pense au niveau du spirituel, du judaïsme et de ces deux filles, le christianisme, fille aînée, et l'islam, fille cadette des monothéismes, et leur importance, etc., dans l'humanité. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo, tiens, voilà. Et puis, je reprendrai ensuite. Merci de votre écoute, à très bientôt.